Hello everyone, c'est moi pour nos dossiers secrets du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Moi, vous le savez, c'est la rentrée depuis lundi et autant être très honnête, ça pique fort. Ça a annulé les presque 2 mois de vacances en vérité. Mais je vais pas me plaindre et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Certains mystères, vous le savez maintenant depuis un moment sur ma chaîne, ne se contentent pas de dormir. Ils respirent, ils attendent et parfois, ils laissent échapper un indice qui ébranle tout ce que nous croyons savoir. Cette semaine, pour notre vidéo au format de 3 actualités insolites de la semaine, nous allons une fois encore explorer 3 fissures qui se sont ouvertes dans la façade du réel. Un linge ancien imprégné de sang qui défie la science et le temps. Un cube noir géométrique et insaisissable qui traverse l'espace militaire comme un spectre intouchable. Et sur la Lune, une structure métallique massive, luisante, qui semble murmurer « Je suis là depuis des éons et vous m'ignorez encore ». Vous avez vu ces 3 actus de dingue. Alors installez-vous confortablement. Thé, matcha, café, popcorn, laissez le silence vous envelopper et plongez avec moi dans l'inconnu. La vérité n'est plus qu'un murmure dans l'ombre. Vous allez le voir, accrochez-vous, c'est maintenant, on y va, go. On rentre directement dans notre actu numéro 1. Le suaire de Turin, le sang qui refuse d'être effacé. Imaginez les amis, vous poussez la lourde porte d'une cathédrale italienne. L'air est frais, saturé d'odeur d'encens. Tout est silence, sauf le grincement d'un banc de bois quelque part dans la pénombre. Et là, devant vous, protégé par une vitre blindée, un morceau de lin jauni, 4,40 m sur 1,10 m. Sur sa surface, l'image presque fantomatique d'un homme barbu, les mains croisées, le corps marqué par des plaies. Ce linge, c'est le suaire de Turin. Pour des millions de croyants, il a enveloppé le corps du Christ après la crucifixion. Pour les sceptiques, c'est un faux génial né au Moyen-Âge. Depuis des décennies, la science tend en vain de trancher. Tests au radiocarbone, analyse textile, imagerie 3D et j'en passe et des meilleurs. Et c'est en 2024, fin 2024, début 2025, que c'est le sang qui va parler. Et vous allez voir, il va faire des révélations troublantes. En effet, le docteur Kelly Kears, immunologiste formé à Johns Hopkins, a étudié les taches sous lumière UV et infrarouge. Il a alors découvert des halos translucides autour des caillots, des auréoles de sérum qui ne se forment que si le sang coagule partiellement avant de toucher le tissu. Sur le suaire, ces halos apparaissent autour des plaies visibles, des plaies correspondant aux stigmates du Christ. Au poignet, au pied, sur le front, là où la couronne d'épines a lacéré la peau, sur le flanc droit, où une large tache correspond au coup de lance, et jusque sur le dos, marqué par des flagellations. Et donc, en reproduisant ces conditions avec des échantillons humains, Kears a noté que le sang du suaire montre des traces d'acidité et de contamination microbienne compatibles avec un corps non lavé après une mort violente. En effet, sous la lumière froide de l'ultraviolet, de fines auréoles apparaissent. Invisibles à l'œil nu, ce sont des marques nées d'un processus biologique précis. Le sang, qui après la mort, commence à se séparer en plasma et en globules. Et cela, attention, ne dure pas éternellement. Cela dure à peine quelques minutes. Et c'est là, et seulement là, que le tissu peut capturer cette empreinte fragile. Partant de là, Kears avance des hypothèses bien plus dérangeantes, enfin dérangeantes pour ceux qui veulent, pour les endormis qui veulent surtout pas qu'on les bouscule, qu'il a exploré en plus en détail dans ses travaux. Selon lui, les taches pourraient provenir de caillots semi-liquides encore frais transférés d'un corps en début de décomposition. Pour comprendre le phénomène, il faut savoir, je vous le disais, que c'est dans ce laps de temps très précis, entre 30 minutes et quelques heures après la mort, que cette séparation forme ces auréoles au contact du tissu. Kears a donc reproduit ce phénomène en laboratoire. En augmentant l'acidité du sang pour simuler l'effet d'une mort traumatique
comme une mort par crucifixion, et en le testant sur du lin similaire, il a prouvé que ces halos ne se forment pas si le corps est lavé ou si le sang est trop fluide. Un détail qui paraît anodin et qui pourtant est un détail crucial, puisque déjà, à partir de là, on peut écarter l'idée d'un faux médiéval peint ou fabriqué. Un artiste du XIVe siècle n'aurait jamais pu recréer ce processus biologique naturel invisible et limité à un laps de temps aussi restreint. Donc déjà en soi, le faux médiéval qui ressemble... c'est mort. On ne pourra plus jamais, tous ceux qui se servaient de ça pour établir le fait que le suaire était peut-être un fake, etc. Bon, ben maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Et vous allez voir, il y a plus troublant encore. Un phénomène énergétique inconnu pourrait être à l'œuvre. En fait, selon Kirsch, il s'agirait d'une sorte d'éclat radiant capable d'imprimer une image en 3D sur le tissu au moment de la mort. Ou comme certains chercheurs ont osé le dire et l'affirmer après les révélations scientifiques qui ont découlé de l'étude de Kirsch, au moment, plus vraisemblablement, d'une résurrection. C'est quand même dingue, hein, parce que non seulement le gars, il était censé prouver que le linceul de Turin a réellement contenu le corps de Jésus-Christ. Mais il a poussé ses études tellement loin qu'au-delà de simplement confirmer que le corps de Jésus-Christ avait été à l'intérieur du linceul, il parle qu'il a pu constater que oui, une résurrection semble avoir eu lieu. Il faut savoir que des études comme celle de Giulio Fanti, publiée en février 2025, évoquent une décharge corona, ou un burst d'énergie neutronique, libérant des milliards de watts en un instant, gravant l'image sans brûler le lin, mais en altérant ses fibres à un niveau microscopique. C'est comme si une lumière divine ou quantique pour les sceptiques avait capturé un instant de transcendance, expliquant pourquoi l'image est négative comme un film photo et pourquoi elle défie toute reproduction humaine connue. Kirsch lui-même reste prudent, mais il note que ces dérangeantes possibilités s'alignent avec des marqueurs biologiques indiscutables. Pas de décomposition avancée, comme si le corps avait quitté le linceul rapidement. Ajoutez à ça les fameux emplacements qui correspondent aux emplacements des stigmates du Christ, et je pense qu'à un moment donné, on ne peut plus nier les évidences, quoi. Des études publiées en janvier 2025, dont une sur le rigor mortis et les spasmes cadavériques, révèlent que les fibres sanguines portent des marqueurs d'une souffrance extrême. Niveau élevé de bilirubine, un pigment biliaire libéré sous stress intense, comme lors de flagellations et crucifixions, et une acidité anormale indiquant un corps torturé jusqu'à l'épuisement avec des muscles saturés d'acide lactique. C'est absolument compatible, vous en conviendrez, avec les récits bibliques. Un homme battu, crucifié, dont le sang reflète une agonie prolongée. De toute façon, pour moi, clairement, on ne peut pas contester l'existence de Jésus-Christ. Jésus-Christ, cet homme qui a eu à subir cette crucifixion, il a existé. Il y a des textes qui le prouvent, des écrits qui le prouvent, et pas qu'un. Hein. Je suis même surprise quand il y a des gens qui, aujourd'hui, mettent en doute l'existence de Jésus-Christ. Non, les gars, la seule chose que vous pouvez mettre en doute, c'est qu'éventuellement, il soit le Fils de Dieu. Ça vous regarde, et selon, vous savez, les religions, il y a débat. Mais le fait que Jésus-Christ a existé et que, quoi qu'il en soit, un homme qui est capable de supporter ce chemin de croix, ces douleurs, et qu'une fois sur la croix, alors qu'il est choisi contre un personnage, Barabbas, un personnage abominable, est capable d'invoquer le pardon de son père ou de pas son père, ça vous regarde et ça regarde votre foi et votre croyance. Mais qu'il ait dit, qu'il ait pardonné à ses bourreaux, moi je trouve que déjà il faut une force mentale et je trouve inconcevable qu'on puisse nier l'existence d'un tel personnage. Spoiler alerte, ce sera dorénavant de plus en plus compliqué puisque, je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Kirsch vient de prouver qu'un corps qui correspond à l'histoire que l'on connaît de Jésus-Christ a bel et bien été contenu dans le linceul. Maintenant, le vrai mystère qui reste à découvrir, c'est que, ok, il était là, mais pourquoi il a disparu? Pourquoi on n'a pas toutes les phases de décomposition incrustées dans le tissu? Ça veut dire que donc, il n'est pas resté longtemps dans le linceul, et ceux qui connaissent l'histoire savent que s'il n'est pas resté longtemps dans le linceul, c'est parce qu'il a ressuscité. Et du fait de cette impression 3D énergétique, je vous disais, certains disent quantique, whatever, mais que cette impression arrive de manière quasi inexplicable, ou en tout cas est sujette à débat et à recherche,
Il y en a qui disent que effectivement c'est la preuve qu'il a bel et bien ressuscité. Bien évidemment, les chercheurs vendus au système vous diront que le SUR ne prouve rien de définitif. Même Kirsch, il ne s'est pas avancé trop parce qu'il sait qu'à ce degré-là, on pourrait rapidement le cataloguer comme hérétique, complotiste, etc. Mais quoi qu'il en soit, il refuse obstinément les explications simples, comme un témoin éternel qui murmure encore ses secrets, un mélange de biologie humaine et de mystères inexpliqués qui nous force à questionner les frontières entre science et miracle. Et vous, qu'est-ce que vous croyez? Que ce sang cache un miracle, comme clairement les premiers indices nous donnent à penser, au-delà de la science, ou que ce n'est qu'encore une fois qu'une illusion générale? La question est posée. Et je trouve qu'elle est fascinante. Donc le SUR nous parlait d'un corps figé dans la douleur, enveloppé dans un silence millénaire. Mais pour le prochain mystère, vous allez voir, nous quittons la pierre froide d'une cathédrale pour plonger dans le ciel glacé d'un matin d'hiver, là où un autre silence, plus inquiétant encore, s'est abattu à 16 000 pieds au-dessus de l'Ohio. Et c'est notre actualité numéro 2, le cube noir de Wright-Patterson. 19 décembre 2024. 16 000 pieds, je vous le disais, au-dessus de l'Ohio, où le froid mord jusqu'aux os, transperçant même les cockpits pressurisés comme un avertissement silencieux. Un équipage en vol de routine scrute l'horizon, les instruments bourdonnant dans un rythme familier. Le ciel est d'un bleu pur, presque trop parfait, un miroir infini qui cache ses secrets. Et puis, soudain quelque chose file sous l'avion. Ni nuage fugace, ni oiseau égaré, quelque chose d'autre. Un cube, noir comme l'abysse, absorbant la lumière sans en rendre une once. Parfaitement géométrique, avec des arêtes si nettes qu'elles semblent défier la physique du vol. À moins de 500 pieds, il glisse sans bruit, sans traîner, défiant toute logique aéronautique. Comme si cet objet savait qu'il était intouchable, observé, mais insaisissable. Rappelez-vous, quelques jours plus tôt, la base aérienne de Wright-Patterson, un nom qui résonne dans les récits d'OVNI comme un écho de mystère enfoui, était justement en ébullition totale. Entre le 13 et le 14 décembre dernier, jusqu'à 17 drones non identifiés ont envahi les zones sensibles, formant des essaims coordonnés qui défiaient toute surveillance. Certains frôlaient les pistes d'atterrissage à basse altitude, d'autres éteignaient leur lumière pour disparaître des radars, réapparaissant ailleurs, comme des fantômes électroniques. La base, abritant des installations critiques, comme le quartier général de l'Air Force Materiel Command et des laboratoires de recherche avancés, a fermé son espace aérien pendant près de 4 heures. Une mesure exceptionnelle, rarissime, qui a forcé des avions à dévier et à semer la panique parmi les opérateurs. Les rapports officiels décrivent des essaims intelligents et rapides, avec des objets de taille variée, certains petits comme des valises, d'autres plus imposants, variant de 2 à 10 pieds de diamètre et exhibant des comportements évitant les contre-mesures comme les projecteurs ou les systèmes de détection. Des témoins au sol et en vol ont rapporté des lumières clignotantes, des formations en V ou en ligne et une absence totale de bruit, rendant l'identification impossible malgré les efforts des équipes de sécurité. La FAA mentionne ce cube noir dans un rapport interne détaillé, obtenu via des demandes FOIA, où un pilote le décrit comme un objet cubique sombre passant sous un avion à environ 70-80 miles est-nord-est de la base à une altitude de 16 000 pieds, une zone aérienne restreinte. Mais dans la version publique de ces documents, le terme est effacé, remplacé par des rédactions ou des omissions, comme si Black Cube était trop sensible pour être divulgué. Question, pourquoi cette censure? Trop absurde pour être admis publiquement risquant de semer la panique, ou trop proche de secrets bien gardés évoquant des technologies classifiées ou des phénomènes inexpliqués? Wright-Patterson, pour ceux qui le savent, est lié à l'affaire Roswell par des décennies de rumeurs persistantes. Débris extraterrestres prétendument stockés dans ces hangars mythiques comme le hangar 18 et des programmes secrets comme ceux de l'Air Force Research Laboratory. Des lanceurs d'alerte et des documents déclassifiés en 2025 suggèrent que la base héberge toujours des artefacts UAP avec des liens à des enquêtes comme celle de l'Office AARO du département de la Défense. Et justement, en 2025, des conférences de Rice University récemment remettent ces récits sur le tapis avec de nombreux nouveaux témoignages. Des pilotes anonymes décrivent des objets non hostiles mais persistants et des vidéos déclassifiées par l'Air Force montrent des essaims lumineux survolant la base
confirmant l'incursion. Alors qu'est-ce qu'était donc ce cube ? Un drone espion high-tech impossible à intercepter malgré des tentatives de brouillage et de poursuite. Un phénomène aérien non identifié, UAP maintenant, non plus OVNI, testant nos défenses comme ceux rapportés par l'AARO dans des rapports classifiés, évoquant des formes géométriques similaires vues ailleurs. Ou un artefact défiant nos technologies, observé avec un mélange de fascination et d'impuissance par des pilotes qui parlent, selon leurs propres mots, leurs propres témoignages, d'un sentiment d'être observé en retour. Cette semaine, des analyses récentes, y compris des enregistrements radar et des modélisations 3D, excluent les drones commerciaux standards, pointant vers une origine inconnue, peut-être liée à des tests secrets ou à quelque chose de bien plus énigmatique. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de le dire et j'ai envie de le répéter, nous n'avons jamais autant entendu parler d'objets volants non identifiés, UAP, appelez ça comme vous voulez, que ces derniers temps. Définitivement, on dirait bien que le projet Bluebeam est in process, que ça va être quand même, parce que c'est pas possible, c'est tous les jours. Même moi, je suis fatiguée parce que des fois, j'ai pas forcément envie de faire des sujets parce que c'est trop. Du coup, il y a plus le spicy du début, vous voyez, tu te dis, oh, encore une soucoupe volante. Blasé. Mais pas après pas, je traiterai ces sujets parce que je pense qu'ils font partie de l'arnaque énorme qui se prépare et qu'ils nous donnent un petit peu voir, ils testent les réactions, ils voient ce qui peuvent paraître trop gros, pas paraître trop gros. Comme ça, ils vont nous préparer une invasion holographique aux petits oignons. Moi, je pense que c'est quand même, je le répète à chaque fois, mais je trouve ça hallucinant. Que chaque semaine maintenant, on entend parler d'un objet volant non identifié. Après le cube noir qui a glissé au-dessus de l'Ohio comme une énigme vivante, il est temps de lever les yeux plus haut encore, les amis, bien au-delà des nuages, au-delà de notre atmosphère, là où chaque ombre peut durer 1 million d'années. Direction, et encore une fois, c'est connecté tout ça avec les projets Bluebeam et avec tout ce qui nous sort ces derniers temps, mais quoi qu'il en soit, direction la Lune. Et c'est notre actu numéro 3. L'ombre métallique sur la Lune, le vestige oublié. Avant même de parler de cet objet métallique de 190 mètres, il faut se souvenir d'une chose. La Lune est peut-être l'objet céleste le plus contesté de notre ciel. Et oui, pour certains, elle n'est absolument pas ce qu'elle paraît être. Des chercheurs alternatifs affirment qu'il s'agirait d'une station extraterrestre camouflée, une structure creuse bardée de couloirs et d'habitats placée volontairement en orbite autour de la Terre il y a des millénaires. D'autres parlent encore d'un hologramme cosmique, une projection sophistiquée destinée à masquer quelque chose ou quelqu'un. Les partisans de cette idée évoquent les anomalies photographiques de la NASA, les coupes suspectes dans les panoramas lunaires et ces fameuses zones toujours dans l'ombre, inaccessibles aux missions officielles. Et puis il y a les récits de structures angulaires, de tours géantes et de machines fossilisées visibles sur certains clichés anciens, mais mystérieusement effacés ou floutés dans les archives publiques. Les légendes parlent de bases abandonnées, d'artefacts enfouis sous des kilomètres de poussière, et même d'un ancien champ de bataille stellaire dont la Lune serait la dernière épave. Hologrammes, artefacts aliens, stations abandonnées ou simples satellites naturels. Quoi qu'il en soit, chaque fois qu'une image étrange surgit de sa surface, c'est toute une mythologie qui ressurgit. La Lune, notre compagne éternelle, baignée d'un gris spectral, criblée de cratères qui racontent des impacts millénaires. Nous la cartographions, nous l'échantillons, mais elle garde ses ombres. Des zones où la vérité ne se révèle qu'en fragments, comme si elle cachait des secrets enfouis sous sa poussière régolithique, imperméable au regard humain. Sur une série de clichés haute résolution issus des données de la NASA et analysés via des outils comme Google Moon, l'ufologue Eric Javedoni, connu sous le nom, je vous le mets à l'écran pour ceux qui veulent le retrouver sur X, c'est @Javedoni-Eric, est spécialiste de l'analyse d'images spatiales, a isobjé récemment un objet allongé, environ 190 mètres de long sur 40 mètres de large, métallique, avec des contours nets, trop précis pour la nature chaotique des roches lunaires. Vous le voyez en image, des bords symétriques, des sections qui semblent brisées en deux, évoquant un vaisseau écrasé lors d'un impact antique. Sa surface réfléchissante défie la lumière solaire avec des zones brillantes, suggérant un matériau poli ou recouvert d'une couche iridescente, comme si l'objet absorbait
et renvoyer les rayons de manière anormale. Lors de la conférence Archive of the Impossible, donc les archives de l'impossible, à Rice University, la même où ils ont parlé du cube noir, pour ceux qui n'auraient pas compris, qui est donc, vous l'avez compris, un événement entièrement dédié au phénomène UAP, aux anomalies inexpliquées, réunissant des experts mondiaux, Giavelloni a présenté cet objet comme un possible vestige d'une présence oubliée, potentiellement enfouie sous la poussière lunaire depuis des millénaires et peut-être liée à d'autres structures angulaires déjà repérées ailleurs à la surface. La NASA, vous vous en doutez, reste muette sur cette découverte scientifique. Mais les anomalies lunaires, elles, sont bel et bien réelles et bel et bien documentées. On a effectivement des poussières hautement réfléchissantes dans les swirls lunaires comme Rainer Gamma qui défient la physique en repoussant les particules du vent solaire grâce à des champs magnétiques locaux inexplicables. On a encore des masses métalliques enfouies, détectées par les missions Grail en 2011-2012, rappelez-vous, sous le bassin South Pole Aitken, une anomalie de masse positive indiquant un noyau dense. Peut-être un astéroïde ferreux incrusté selon les chercheurs vendus au système, ou éventuellement un artefact artificiel pour ceux qui cherchent des vérités. Et en 2024-2005, des particules de magnétite et d'hématite, et vous savez ce que c'est la magnétite et l'hématite? C'est ce qu'ils appellent de la rouille lunaire, découverte par la mission chinoise Chang'e 6 sur la face cachée, formée dans des conditions extrêmes, laissant supposer une magnétisation résiduelle liée à d'anciens magmas ou à des impacts dits titanesques. Et enfin, il y a la mission, pour moi celle qui est la plus parlante aussi, c'est la mission Lunar Trailblazer, lancée en février 2025 pour soi-disant cartographier l'eau et les anomalies magnétiques lunaires, qui a révélé, le petit robot là qui a atterri, qui a révélé des zones où le sol semblait vibrer d'une énergie résiduelle. Mais un jour seulement après son lancement et après ses premières constatations qui ont peu bousculé les narratifs officiels, perte totale de contact avec le petit engin. La NASA a déclaré la mission terminée le 31 juillet 2025 sans explication publique claire, ce qui est rare quand au départ ils l'ont promu, la mission. Officiellement, dysfonctionnement des panneaux solaires. Officieusement, certains évoquent une interférence inconnue. Du coup, quand on voit la photo que je vous remets immédiatement, que peut-on dire de cette image? Un simple rocher déformé par l'érosion cosmique, sculpté par des milliards d'années de micro-météorites, ou un vestige artificiel qui pose une question vertigineuse? Qui l'a construit? Depuis quand observe-t-il notre planète dans ce silence absolu? Et cache-t-il sous cette carcasse métallique des signaux magnétiques ou des structures souterraines, comme celles suggérées par des analyses sismiques Apollo? Et vous, vous en pensez quoi? Formation naturelle ou trace d'une visite antique? J'attends impatiemment, les amis, vous le savez, de lire vos commentaires. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on a vu un linge ancien qui semble avoir piégé le dernier souffle d'un corps crucifié, un cube noir qui défie nos défenses aériennes, et un vestige métallique sur la Lune, immobile depuis peut-être des millénaires aussi. 3 histoires, 3 fissures dans le vernis lisse de la réalité. 3 rappels que derrière les rapports officiels et les explications rassurantes, il y a toujours une zone grise, un espace où la vérité n'est pas effacée, mais simplement mise de côté, en attendant que quelqu'un ose finalement la regarder bien en face. Peut-être aussi que ces mystères ne sont pas là pour être résolus, mais pour nous rappeler que notre monde est au-delà, est bien plus vaste, bien plus étrange et peut-être bien plus peuplé que ce que l'on nous raconte. Et si au fond, le véritable scandale n'était pas que ces choses existent, mais que nous soyons habitués à ne plus les chercher? Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Mais comme d'habitude, dans nos dossiers du Mystère dit, moi, ce qui nous intéresse, c'est laquelle de ces 3 énigmes vous dérange le plus, laquelle vous enthousiasme le plus, ou laquelle, inversement, vous laisse complètement dubitative, voire imperméable. J'ai hâte de lire vos réponses parce que j'ai bien compris, suite à ma vidéo de dimanche dernier, que pourtant j'ai adoré faire parce que j'ai trouvé le sujet, quoi qu'il en soit, passionnant. J'ai eu beaucoup, je crois que c'est la première fois depuis le début de ma chaîne où j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « là c'est too much, j'abandonne, ça va trop loin ». Ce que je conçois, attention, je critique absolument pas les gens qui ont décidé de ne pas regarder la vidéo jusqu'au bout.
Ça m'a surpris parce que c'était quand même pas une histoire, c'était pas un feu de paille, quoi. Le culte de Koresh, il a survécu après sa mort, pas des masses par la force des choses, mais c'est quelque chose qui avait beaucoup d'ampleur aux États-Unis. On peut, je vous le disais, toujours aller visiter la ville fantôme. D'ailleurs, c'est la Floride. J'aimerais vraiment faire un trip comme ça. Je vous amènerai, je ferai mon premier vlog. Bref, je m'égare. Mais je trouvais que quand il y a des personnes comme Henry Ford, quand il y a des personnes comme Thomas Edison qui étaient autour à guetter et que le culte de Koresh était très axé sur l'électricité, j'avais l'impression que le sujet, c'était pas juste à balayer d'un revers de la main. Parce que pareil, le fait que Tesla, pourtant c'est la même époque, on n'en parle pas, il n'a pas été nommé, et alors qu'on est d'accord que pourquoi Tesla n'est pas allé directement rencontrer Koresh. Enfin, il y a tout un tas de choses où je me suis dit, ce sujet, c'est pas juste du délire. Parce qu'en soi, même si sa théorie de la Terre creuse, la coquille, etc., semble un petit peu beaucoup capillotractée, le fait est qu'elle est capillotractée à la hauteur de ce que nous pensons. Mais si on prend le recul nécessaire pour se dire que déjà à l'époque, parce que c'était pas hier, que déjà à l'époque, il avait cette connaissance des choses qu'il avait mis et que derrière il a créé quand même une communauté où je vous le disais qui était tellement en avance sur les autres. Je pensais pas que ce sujet décevrait à ce point. Tout ça pour dire que j'aime bien vous lire et réagir à vos commentaires parce que ça me guide sur les sujets à faire ou à ne pas faire, à éviter, parce que pas d'intérêt pour vous, parce que too much, parce que trop incroyable. Donc vraiment, dites-moi, ça m'aide à affiner mes recherches pour mes sujets. Voilà, cette fois-ci, j'ai tout dit et bien dit. Vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est de liker, de booster, de commenter et de partager. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Le but est de créer une communauté forte et bien évidemment, plus on est nombreux, plus on est fort. En attendant de se retrouver dimanche prochain pour nos dossiers du dimanche, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.